Je suis très déçu de cette rencontre. Je trouve qu'Emmanuel Macron s'est couché lamentablement, qu'il aurait dû dire un autre discours, il aurait dû dire que le diktat allemand est terminé et qu'il fallait sonner l'esprit de la résistance du 18 juin 1940. Pourquoi parlez-vous de diktat allemand ? Je vais expliquer pourquoi. Je vais dire que la dernière fois qu'on a eu une relation franco-allemande équilibrée et stable, c'était à l'époque de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel, ce qu'on appelait le fameux couple Merkozy à l'époque. Mais depuis ce moment-là, on a eu une grande divergence entre la France et l'Allemagne pour différentes raisons. Sur le plan économique, l'Allemagne a coulé l'Union européenne en imposant une austérité qui a conduit l'Europe à une stagnation économique. Quand vous comparez les données économiques depuis 2008, entre les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, l'Europe est la zone qui a connu la plus faible croissance parmi les 3 zones fortes. Et donc ça a conduit à notre déclin au niveau économique, et c'est la responsabilité allemande, alors que les autres présidents... Vous voulez dire que parce qu'on était dans le même bateau, du coup... L'Allemagne s'est trompée de politique économique, et Mario Draghi a sauvé l'honneur de l'Europe en changeant de ligne notamment la politique de la Banque Centrale Européenne, en faisant le whatever it takes, le quoi qu'il en coûte, la première version de Mario Draghi. Et ça avait conduit notamment à un déclin économique de l'Union européenne. C'est montré par toutes les statistiques et par tous les économistes vous diront à peu près la même chose. Sur le plan migratoire, Angela Merkel s'est trompée de politique parce qu'elle a servi les intérêts allemands au lieu de respecter la volonté européenne, alors que l'Europe est un marché ouvert dans la mesure où on a un marché commun avec Schengen et l'espace économique européen commun. Et à partir du moment où vous avez fait entrer une vague migratoire très importante, vous avez fait monter toutes les extrêmes droites en Europe. Vous avez fait au nord, en Suède... Vous oubliez de dire qu'elle a écouté son émotion aussi, Angela Merkel, pour faire venir un million de migrants d'un coup. Elle a surtout écouté les volontés et les intérêts du patronat allemand, dans la mesure où l'Allemagne, en déclin démographique, la BDI. En fait, avait besoin de beaucoup de travailleurs pour faire tourner ses industries. Et ensuite, après, il y a un autre point, c'est la question de la politique étrangère. Ça veut dire que l'Allemagne, sous l'influence d'Iffert, s'est indexé sur la politique américaine au lieu de construire une Europe souveraine que Emmanuel Macron attendait de construire depuis le discours de la Sorbonne, et ensuite sur le plan énergétique à renforcer notre dépendance à l'égard de l'extérieur vis-à-vis de la Russie, notamment en déclinant et en détruisant le parc nucléaire européen, le sien et celui de la France, en imposant le marché européen de l'électricité. Et donc moi je pense que le sujet essentiel, quand vous avez de telles divergences dans un couple, si vous ne voulez pas divorcer, il faut expliquer les divergences très fortement et dire voici l'Allemagne, nous on voit une autre vision de l'Europe, on voit une autre vision de nos intérêts et on pense qu'il faut construire une Europe différente. Et je pense qu'Emmanuel Macron, des retours que j'ai dans tous les ministères lui ont dit la même chose et il a refusé l'affrontement avec l'Allemagne parce que peut-être qu'il joue autre chose. Bon, on n'a pas eu... Mais si par cas, la France a commis des erreurs, notamment je pense à 2 présidents spécifiques, celle de François Mitterrand et celle de François Hollande, et le début d'Emmanuel Macron. Allez, on va viser large. Peut-être que la France a commis des erreurs, notamment en menant pas la bonne politique économique, alors qu'il fallait avoir une volonté de puissance et de nivellement par le haut. Ces présidents-là se sont trompés sur le plan économique. Depuis Emmanuel Macron, ce que disent l'ensemble des diplomates, c'est qu'on a essayé de mener différents champs pour faire en sorte que la France se mette au même niveau de l'Allemagne. Emmanuel Macron a proposé un plan de relance. Bon, finalement, Angela Merkel l'a accepté. Mais sur différents points, différents aspects, l'Allemagne joue clairement contre nous. C'est très clair. C'est-à-dire, vous prenez par exemple le plan de Bruno Le Maire sur l'hydrogène, qui a été proposé en janvier 2022 sous la présidence française de l'Union européenne. Et l'Allemagne a dit non. L'Allemagne a dit non parce qu'ils voulaient préférer importer l'hydrogène d'autres pays, notamment les pays africains, plutôt que l'hydrogène soit produit en France. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça ? Parce qu'ils ne veulent pas que les industriels allemands, notamment qui sont très dépendants de la question énergétique, soient dépendants des industriels français, notamment du parc EDF. Vous interrogez tous les présidents d'EDF. C'est par idéologie ou c'est aussi parce qu'il y a un fonctionnement français, et on le voit encore aujourd'hui avec des blocages, qui du coup fait peur aux Allemands. Non mais vous pouvez à minima, si par cas, ne pas être totalement dépendant de la France, diversifier vos approvisionnements. Vous ne pouvez pas faire que la France, peut-être, dans le cas allemand. À ce moment-là, vous prêtez moitié-moitié. Mais vous ne faites pas en sorte que l'hydrogène français qui est produit par les centrales nucléaires ne soit pas considéré comme énergie verte. C'est un autre point. Sur la question du nucléaire, qui, notamment dans les institutions européennes, qui au sein des fonctionnaires européens, qui au sein du Parlement européen, a fait en sorte que le nucléaire français ne soit pas considéré comme une énergie verte. Et c'est finalement les pays d'Europe de l'Est, la Tchécoslovaquie et la Hongrie qui nous sont tenus sur ce projet-là. Sur la question économique, qui a bloqué qui a bloqué la politique centrale, notamment de Mario Draghi, pendant des années, avant que François Hollande mette un coup de pression. Donc moi, je ne parle pas de gauche et droite, je parle des intérêts de la France. Et lorsque les intérêts en France sont en jeu, moi je préfère soutenir Hollande, Macron et d'autres qui ne sont pas forcément sur la même ligne que moi en termes d'idéologie, en termes politiques, mais parce que ce sont les intérêts français. Sur le couple, au bout d'un moment, il est temps de tirer les conclusions. Lorsque elle s'offre, le constat est plutôt clair. L'Allemagne achète depuis des années des fighters américains,
Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas renforcé leur défense américaine depuis des années. Et pour autant, nous, on avait des avions qui étaient aussi bien, voire aussi performants que ceux des Américains. Et ils l'ont jamais fait. Ce serait de dire, voilà. Je pense que l'Allemagne est notre ami et notre allié. Cependant, il faut enclencher un rapport de force avec l'Allemagne. Ça repose sur un premier élément, que la France devienne première puissance européenne, restaure son économie, et ensuite après, il faut un autre point, c'est-à-dire qu'on fait ça sur la méthode. Pour affronter. C'est sur la méthode. William, il voudrait que Emmanuel Macron, il arrive là à la Sorbonne et il dise, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure, je suis pas d'accord. Il faut relancer l'esprit de la résistance de 18 juin 1940. Attendez, excusez-moi, quand Emmanuel Macron, et là-dessus, je défends plutôt sa position, il va au Conseil de l'Europe et il dit on a un gros problème avec l'Allemagne. Il le dit. Ça ne provoque rien. Là, il invite les Allemands en France. Il ne va pas inviter quelqu'un et lui expliquer, lorsqu'il l'invite, écoute mon garçon, ça va mal. J'ai un problème avec toi. Et puis deuxièmement... il a des alliés maintenant au Conseil européen. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils se disent en privé. Mais vous imaginez que c'est beaucoup plus compliqué pour lui de donner des leçons à qui que ce soit, alors qu'il n'arrive même pas à faire passer une réforme des retraites qui est passée dans tout le reste de l'Europe. Donc on va dire, t'es gentil. Mais ça, c'est pas vrai. C'est toujours difficile, une réforme des retraites. Lorsque toutes les réformes sont toujours difficiles en France. Et je pense que lorsque Schröder a fait sa réforme en Allemagne et qu'il a fait les fameuses lois Hartz, ça a provoqué des tas de manifestations. Il a perdu les élections juste après. Certes, donc ils n'ont pas de leçon à nous donner sur comment faire passer une réforme. En tout cas, les Allemands. Il aime beaucoup les Allemands, William. Oui, je vois ça. Mais je suis gaulliste. Oui, mais justement, pour le coup, mais le gaullisme, c'est la réconciliation avec l'Allemagne. C'est pas la réconciliation. Mais la réconciliation dans un rapport de force. Exactement. Oui, mais le rapport de force, il faut que notre bras soit musclé. Et aujourd'hui, notre bras est très faible. Donc moi, l'Allemagne n'est pas dans la même situation que nous. Mais en tout cas, elle négocie mieux. Et elle fait en sorte que l'Europe lui serve. Encore une fois, l'Europe ne nous sert pas parce que nous n'en servons pas. Mais ça c'est l'esprit défaitiste. Moi je pense que la France a des atouts. Déjà, premièrement, c'est que la situation économique allemande n'est pas forcément meilleure que la nôtre, à mesure où ils sont très dépendants du gaz russe et que la plupart des industries allemandes sont très dépendantes du coup des importations, notamment via la France. Notamment, la France a donné beaucoup de gaz pour que l'industrie allemande tienne. Et donc, dans ce cas-là, Scholz aurait dû nous offrir une contrepartie, ce qu'il n'a pas fait. Mais ils n'ont pas autant de dettes, donc ils peuvent emprunter beaucoup plus. Le deuxième point, c'est qu'au niveau du Conseil européen, on n'est pas dans la même architecture qu'il y a des années. Désormais, l'Italie a changé de pouvoir, l'Espagne, et c'est plus davantage sur les thèses d'Emmanuel Macron que sur les thèses de Scholz. Les pays d'Europe de l'Est ne veulent pas de la politique migratoire allemande et les pays d'Europe du Nord sont en train de tomber un par un. Donc on avait les moyens d'enclencher un rapport de force pour dire si par cas vous voulez... Ça ne marche pas. Non mais si les Allemands ils veulent voir que des pays d'extrême droite, mais ils ont qu'à continuer comme ça. Ça ira très bien, c'est en train de tomber un par un. Il y a la Suède, il y a l'Italie, l'Espagne peut peut-être tomber. Comment ça veut dire Qu'est-ce que vous voulez dire tomber? Moi je pense que la politique allemande conduit à une crispation au niveau européen. On le voit très bien qu'il y a une montée de l'extrême droite depuis 2010. C'est pas la politique allemande. Laissez-moi terminer, vous irez, ça ira très bien. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Vous irez voir. Mais quand vous regardez l'ensemble des points, il n'y a pas eu d'extrême droite dans toute l'Union européenne pendant des années. Pourquoi est-ce que ça émerge à partir de 2010 ? C'est à partir du déclin économique, de la crise migratoire et d'une tension très forte. C'est votre analyse, c'est la l'accord d'Anne Hidalgo, il ne resterait plus grand-chose. Je pense que le point essentiel, lorsque vous menez une élection interne, il est important d'avoir la direction sortante et il n'est pas important de savoir qui vote, mais qui compte les votes. Parce que quand on regarde les derniers scandales, on a vu que Martine Aubry avait gagné en 2008, mais c'était elle qui comptait les votes dans la Fédération du Nord. On a vu qu'en 2012, Copé avait battu Fillon et c'était lui qui comptait les votes. Et après, maintenant, en 2023, c'est Olivier Faure qui comptait les votes. Et à chaque fois, bizarrement, il gagne sur le fil. Donc, je pense qu'il est important lorsqu'on menait une élection sortante. C'est comme si à l'élection présidentielle, c'était Emmanuel Macron qui comptait les votes. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un point dessus. Il y a des vrais points de suspicion. Moi, j'ai interrogé pas mal de personnes qui, évidemment, vous répondent de façon anonyme. Ils disent qu'il y a des problèmes dans au moins 3 ou 4 fédérations, à minima. Donc, à peu près tout le monde le sait. Après, on ne sait pas si pour autant Faure n'aurait pas gagné. Ça, c'est difficile de savoir parce que quand on n'est pas à l'intérieur, on ne peut pas faire de suppositions. Je pense que ça pose la question aussi de l'avenir du Parti socialiste en termes de ligne. Notamment de l'avenir, je pense plus précis au-delà du Parti socialiste, du courant social-démocrate qui existe en France et qui n'aura plus de représentants en 2027 dans la mesure où Emmanuel Macron ne sera pas candidat. Emmanuel Macron avait permis de réconcilier le centre-gauche et le centre-droit dans l'offre, à peu près une offre atypique que proposait Bayrou en 2007. Mais aujourd'hui, quand Emmanuel Macron ne sera plus là, vous n'aurez plus de candidat social-démocrate. Donc moi, je pense qu'il y a une première possibilité, c'est que Faure reste président du parti, premier secrétaire du Parti socialiste, et qu'ensuite, après, ce qui reste du courant hollandais,
Cazeneuve construisent une offre social-démocrate. Moi, je pense qu'on a besoin d'un courant social-démocrate. Je pense que ce qui compte plus que tout, c'est pas les partis, ce sont les idées et les courants d'idées. La social-démocratie est un courant important qui a structuré avec la démocratie chrétienne l'Union européenne à travers cette grande alliance qui avait permis quand même de construire de belles avancées. Et je pense que c'est ça l'essentiel, au-delà de la question des idées. Les social-démocrates aujourd'hui en France? Moi, je pense qu'il y a deux courants de pensée qui a toujours traversé les socialistes. On le sait depuis la fameuse répartition de la SFIO. Il y a le courant qui est plutôt anti-révolutionnaire, qui est social-démocrate, qui a été porté par Jaurès, par Blum, par François Mitterrand. Aujourd'hui. Qui sont les social-démocrates moi, je pense que le meilleur... Est-ce qu'Olivier Faure est un social-démocrate? Non. Les représentants, c'est plutôt Cazeneuve, Hollande, etc. C'est ça Mais les héritiers de Cazeneuve et Hollande. Ça dépend qui eux vont former. Et c'est pas exclu que Hollande n'y retourne pas en. Mais est-ce que par exemple, la Territoire de Progrès, qui est la gauche de la Macronie, est-ce qu'il y a des social-démocrates? Il y a peut-être Attal, il y a peut-être. J'ai oublié son nom, excusez-moi, le ministre en charge des Transports, qui est ancien conseiller européen d'Emmanuel Macron. Clément Beaune, merci beaucoup. C'est ça qui représente le courant social-démocrate. Et ensuite, après, il y a un autre courant qui est porté plutôt par Olivier Faure, qui porte davantage un programme révolutionnaire et qui va aller vers la NUPES. De toute façon, Manuel Valls l'avait théorisé, ce sont deux gauches irréconciliables lorsqu'il était Premier ministre. Et ces deux courants-là ont coexisté au sein du Parti socialiste alors qu'ils n'ont plus rien à voir en commun. Ils ne sont pas d'accord sur l'économie, dans la mesure où il y a un parti qui est davantage social-libéral, porté par une politique de l'offre, qu'une politique de la demande, à la différence de Mélenchon. Ils ne sont pas d'accord sur la laïcité. Manuel Valls avait porté des sujets qui étaient très clairs sur la laïcité, alors que le Parti socialiste, ce qu'il en reste maintenant, est davantage communautaire. Après, sur l'Europe, il y a une question de légitimité aussi électorale. C'est-à-dire que quand on fait, comme vous dites, 2,1 à la présidentielle, on n'est plus audible. Donc ils peuvent porter des idées, mais moi je pense écrire un bouquin. Moi je pense qu'on se trompe en portant trop la question uniquement sur le volet électoral. Il ne faut pas oublier que sur l'offre... On se trompe peut-être, mais c'est comme ça, bon monsieur. Mais Emmanuel Macron, c'est comme ça. Il y a 30% des électeurs d'Emmanuel Macron qui sont des anciens électeurs de Hollande. Et donc, du coup, ce courant existe encore électoralement. Et je pense que le point essentiel peut avoir encore un avenir si par cas il retrouve des idées, une nouvelle personnalité. Je pense que les partis politiques peuvent mourir, mais pas les courants de pensée. C'est pour ça que moi je parlais des deux courants de gauche, le courant plutôt révolutionnaire qui était le Parti communiste de l'époque, et le courant plutôt social-démocrate. Là, ce qu'on voit, c'est de toute façon, la NUPES se dit que tant qu'Emmanuel Macron est là, l'espace social-démocrate est bouché, et donc du coup, ils ont intérêt à radicaliser le speech pour mobiliser davantage de gens pour aller dans les rues. Et ça a fonctionné. Jeudi, il y avait quand même plus d'1 million de personnes dans les rues, donc ça fonctionne. Moi, je pense que là où ils auront un point essentiel, c'est que ce courant-là ne peut pas être majoritaire dans le pays. Ils auront un problème stratégique majeur. D'une part, ils ne peuvent pas être majoritaires, et en plus, il apparaît... Là où je tique, William, c'est quand vous dites « Ah, de toute façon, le courant social-démocrate est pris, d'une certaine manière, et squeezé par, justement, une partie de la Macronie. » Est-ce qu'il n'y a pas un rôle à jouer en disant voilà, on pense la même chose mais on le dit autrement? Justement, moi je pense qu'en fait là où il se trompe, c'est que comme Emmanuel Macron ne sera plus candidat en 2027, et vraisemblablement l'espace social-démocrate va s'ouvrir de nouveau, et je pense que c'est un courant intéressant pour le pays. C'est quand même la social-démocratie française, la social-démocratie européenne a permis la progression des droits sociaux, a permis certaines avancées sociales, etc. Notamment, ils ont permis de compléter ce qu'on appelle l'État-providence, à l'époque porté par Roosevelt et par le New Deal. Donc, ils ont un courant et ils ont un intérêt pour la France. C'est pas pour autant que je partage toutes leurs idées, mais en tout cas, ils ont une utilité pour le pays. Et je pense qu'il est important, au-delà du Parti socialiste, que ce courant-là se porte. Ensuite, après, sur la tactique de Marine Tondelier, ils sont sur la même tactique que Rousseau, que Jean-Luc Mélenchon. Oui. Je pense qu'ils sont sur la même logique, c'est-à-dire de radicaliser le speech afin de sécuriser. Ça dépend sur quel thème? Ça dépend. Sur l'économie,